Petite mention spéciale, il faut un micro. Bien le bonjour et bienvenue dans cette Minute Animale. La Minute Animale, c'est quoi? C'est une émission où on vous présente une de nos espèces. On est aujourd'hui dans le premier épisode, on est trop content de vous montrer ça. Des lézards hyper actifs, hyper intéressants. On pourrait passer des heures devant à les regarder. Les lézards de Sakishima alias Tachydromus dorsalis. Allez, c'est parti! Tachydromus dorsalis. Tachydromus, ça vient de tachus en grec. Tachus, c'est vitesse, rapide. On réutilise ce terme par exemple dans tachymètre, un appareil pour mesurer la vitesse. Et dromus, ça vient de dromos, toujours du grec. Dromos, c'est ce qui a donné hippodrome, vélodrome. Ce sont des stadiums de course, tout simplement parce que dromos, ça veut dire course. Donc on a des lézards de course rapide. Et dorsalis, dorsalis, ça veut dire dorsal. Moi, j'ai rien repéré de particulier au niveau de leur dos. Pour ceux qui ont des idées ou qui connaissent un peu la réponse, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ou à m'envoyer un mail. Ça m'intéresse carrément. Pour parler du genre Tachydromus dans son ensemble, les Tachydromus en fait c'est des petits lézards de la famille des Lacertidae, je vais y venir. En termes de nom vernaculaire, les Tachydromus on les appelle souvent les lézards à longue queue ou alors les lézards d'herbe, en anglais les grass lizards. C'est un genre qui compte 24 espèces et comme je l'ai dit, ça fait partie des Lacertidae. Les Lacertidae en fait, c'est un embranchement des lézards qui regroupe une très grande diversité de lézards qui sont ce qu'on appelle les vrais lézards. Les vrais lézards, c'est-à-dire que quand on imagine un lézard, si on imagine un enfant dessiner un, ça va souvent avoir la forme d'un Lacertidae. On est sur des lézards qui ont une forme longiligne, une tête triangulaire dans la continuité du corps, des pattes bien marquées, bien détaché avec une longue queue. Le plus connu des Lacertidae chez nous en France, c'est le lézard des murailles. Il y a aussi le grand lézard vert occidental. C'est tout con en fait, c'est les lézards qu'on croise partout l'été, qui se font dorer la pilule sur une pierre au soleil. Comme la plupart des Lacertidae, les Tachydromus proviennent fort probablement de l'Europe préhistorique et ils ont sûrement migré vers l'Asie avec beaucoup de leurs confrères à l'époque de l'Oligocène. L'Oligocène, c'est une époque de la préhistoire qui se déroule bien après la fin des dinosaures. Ce sont des cousins directs des autres Tachydromus, donc il y a les plus connus qui sont les Sex lineatus qui sont tout marrons et qui sont très très communs. Les dorsalis sont bien plus rares, bien plus difficiles à trouver. On les confond régulièrement avec les Smaragdina qu'on appelle les lézards à longue queue émeraude ou les Tachydromus émeraude. Il faut pas les mélanger, c'est pas pareil. Les Smaragdina, ils vont avoir des pattes qui vont avoir des tendances brunes et une queue qui va avoir une tendance brune. Il y aura une forte démarcation entre le dos et le ventre. Le ventre sera vraiment pâle, alors que les Tachydromus dorsalis, eux, ils sont full vert. Ils vont avoir un vert plus clair au niveau du ventre, mais ce sera quand même du vert. Ils auront la tête verte, la queue verte, les pattes vertes, tout est vert. Les dorsalis, c'est les plus spécifiques des deux, ils sont plus durs à trouver que les Smaragdina, plus exclusifs. Les Tachydromus dorsalis, ce sont bien les lézards de Sakishima, pas les lézards à longue queue émeraude. Les Tachydromus dorsalis, ils viennent tout droit du Japon, sur un archipel à côté, au sud, qui s'appelle les îles Yaeyama. Alors on va les retrouver sur 4 de ces îles, à savoir l'île d'Ishigaki, de Kurohama, Iriomote et Kuroshima. Je suis hyper fier d'avoir réussi à dire les 4 noms sans me vautrer et par cœur. Alors quand on analyse bien les cartes, on y retrouve des rivières présentes et bien développées, on a pas mal de forêts, je vais y revenir. Et pour la topographie, on observe qu'on a des altitudes comprises entre 0 et 500 mètres. Donc 500 mètres, c'est pas grand chose, la température elle va être globalement extrêmement homogène sur l'intégralité de ces îles. Alors on est en plein océan Pacifique là, on est sur un climat très tropical, très humide. On y retrouve des forêts à feuilles persistantes, des mangroves, des fougères arborescentes et des forêts luxuriantes. Les tachys vivent à différentes altitudes, en forêt tropicale humide, ils adorent les éléments broussailleux et les tachys vivent à différentes altitudes. On va les retrouver un petit peu à toutes les échelles de la forêt. Ils vont avoir une tendance arboricole, ils vont aimer monter et aller dans les branches en hauteur. Mais on va dire que leur milieu de prédilection, c'est plutôt tout ce qui va être broussailleux. Ils adorent les broussailles et les buissons et les arbustes. Ils sont très adaptés pour se déplacer dans les éléments composés de plein de petites tiges et de petites feuilles. En fait, ils vont vraiment se glisser dedans et courir à toute vitesse. C'est complètement proportionné à leur taille en fait. Et ils vont utiliser ce genre de milieu pour échapper à leurs prédateurs, notamment les oiseaux. Ils vont aussi complètement s'éclater dans les hautes herbes. C'est un milieu dans lequel ils se déplacent à toute vitesse et en plus avec leur couleur vraiment verte très 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 marquée, ils vont vraiment passer inaperçus.
Alors c'est des lézards très rapides et très agiles, ils vont utiliser leur queue pour s'appuyer et faire des contrepoids et se déplacer avec une grande aisance et une grande agilité. Leurs pattes sont très adaptées au fait de monter sur des surfaces pleines d'aspérité qu'ils vont exploiter vraiment extrêmement bien pour gagner de la vitesse. Ils vont se déplacer là-dessus comme si nous on se déplaçait sur la terre ferme quoi. Dans leur milieu naturel aujourd'hui, les Tachydromus dorsalis c'est une espèce menacée. Ils souffrent terriblement en fait de l'expansion de l'homme. L'homme a aussi amené des oiseaux d'élevage, tout ce qui va être de la volaille et notamment les paons. Là-bas il y a pas mal de paons. Ça c'est un prédateur terrible qui a détruit vraiment une grande partie de la population de Tachydromus dorsalis. Donc si vous regardez bien sur la carte, là on vous montre l'île d'Ishigaki. Vous pouvez voir que les villes en fait ont eu une forme d'expansion sur les dernières décennies. On observe clairement qu'on est en train d'envahir leur territoire. Pour vous présenter mes spécimens. Moi j'ai 6 petites créatures là-dedans. En fait à la base j'avais acheté un mâle et 3 femelles à Reptiline à Gazeran. J'étais allé sur place les chercher et rencontrer aussi mes fournisseurs. C'est très important de rencontrer vos fournisseurs en vrai, ça permet de créer des liens et de bien communiquer sur les spécificités des espèces. Et en fait ensuite j'ai eu pas mal de petits et j'ai gardé les 2 premiers qui sont nés ici et ce qui a complété la population de 4 à 6 spécimens. Alors ils font partie des rares animaux ici qui n'ont pas de nom. On a décidé de pas donner de prénom en fait à nos Tachydromus, mais cependant on les reconnaît quand même. Donc le mâle déjà on l'appelle le gros mâle. Lui c'est un véritable petit con. En fait il est hyper dominant et c'est pas lié à l'espèce, c'est vraiment lié à son caractère propre à lui en tant qu'individu. Il est hyper dominant, il écrase les autres dès qu'il y a du nourrissage à faire ou quoi. Il va venir leur dérober leur proie, les pousser. Il hésitera pas parfois à même se montrer un petit peu brusque et un petit peu violent. On a aussi la grosse femelle qui est la plus dominante de toutes les femelles. Ça va être comme le mâle, elle va dominer les autres sauf qu'elle domine pas le gros mâle. Et sinon il y a tous les autres et les 2 petits bébés qui sont nés ici. Donc il y en a un qui a une queue de repousse suite à une bagarre avec le fameux mâle. Et en plus cet enfoiré de mâle il va jusqu'à aller creuser dans le substrat pour aller déterrer les œufs que les femelles ont pondus. Il les dégomme et il se les siffle, il les bouffe. Non mais quand je vous dis qu'il est terrible, il est vraiment terrible lui. Alors là on laisse ouvert, on a de la chance, ils sont plutôt cool, mais ce fameux petit mâle il est tout le temps dès qu'on ouvre. C'est un peu synonyme du moment de nourrissage en fait. Il va avoir tout le temps tendance à essayer de sortir, à passer sa tête, à sauter et après voilà faut aller le récupérer. Et il est téméraire, il a absolument pas peur de l'homme. Il vous saute dessus, il vous court dessus, il y a aucune difficulté pour faire ça avec lui. Alors ça paraît sympa, ça paraît cool, mais c'est un petit peu audacieux de sa part. On en a que une qui est un peu timide avec l'humain, sinon ils sont tous vraiment détendus, vraiment curieux. C'est vraiment des animaux très curieux. Ils sont tout le temps en train de vous regarder, d'observer et tout, mais de manière active, en se déplaçant, en sautant partout et en essayant aussi de venir sur vous. Donc des évasions on en a eu, mais on finit toujours par les retrouver très rapidement dans les 24 heures parce qu'ils sont tellement en train d'explorer partout et d'être curieux que vous allez les voir en train de grimper ou de faire du bruit quelque part. Ils ont ce côté dynamique et foufou, vraiment très agréable, qui va donner envie de passer du temps avec eux, qu'on soit expert ou pas en terrariophilie. Et alors les miens là, je les ai tellement habitués à la présence de l'homme, comme je vous dis, ils ont vraiment pas peur et au moment du nourrissage, vous arrivez, vous ouvrez les portes, vous mettez votre boîte avec les grillons là et ils vont déjà direct sauter dedans, ils vont être à plusieurs en train d'aller chercher les grillons au fond de la boîte avant même que vous ayez eu le temps d'aller déposer les grillons dans le terrarium. Moi en tout cas, ces 6 petits loups là, je les appelle les petits raptors. Je vous explique ça après. Alors, si on parlait un petit peu de leur physionomie. Les Tachydromus, déjà, vous pouvez observer tout de suite qu'ils portent bien leur nom de lézard à longue queue. Ils ont une queue qui est immense, qui fait jusqu'à 5 fois la taille de leur corps. Ils servent de cette queue pour avoir une espèce de contrepoids, ils s'en servent presque comme un 5e membre dans les branches. Cependant, je pense qu'on peut pas vraiment dire qu'elle est préhensile, parce qu'elle a pas cette capacité à saisir et à serrer, comme on pourrait retrouver ça chez un gecko à crête par exemple, ou chez les caméléons avec leur queue qui peuvent vraiment aller attraper une branche, tourner autour pour vraiment la saisir. On va dire que c'est un semi-préhensile, si je pouvais expliquer ça comme ça. Alors bien sûr, après, il faudra demander à un vrai scientifique du domaine qui saurait vraiment me donner le terme exact. Et cette queue, ils peuvent la perdre. Ils en ont vraiment cette capacité. On appelle ça l'autotomie. C'est la capacité qu'ont certains lézards en fait à abandonner leur queue avec la colonne vertébrale, la partie osseuse de la queue. Et en fait, elle va repousser mais sous forme cartilagineuse, c'est-à-dire que ça va reconstituer des pseudo-vertèbres qui seront plus osseuses mais vraiment en cartilage. Donc elle aura plus jamais exactement la solidité, l'apparence et les capacités de la queue d'origine, mais ça fait complètement le taf. Et ils font ça en fait pour laisser béat leur prédateur qui a essayé de les choper et qui se retrouve avec une queue qui sert plus à rien. Le lézard lui il s'est échappé. Au niveau de leur couleur, les Tachydromus dorsalis ils sont verts comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous observez bien, ils sont intégralement verts, ils ont le ventre vert clair et on va dire que la seule exception c'est un trait noir qui va du museau jusqu'à l'ouïe. Leur corps de la tête au cloaque mesure de 5 à 7 cm environ et en prenant en compte la queue on arrive à une trentaine de centimètres. Ce qui est pas déconnant, 30 cm c'est pas si petit que ça, en fait c'est surtout qu'ils ont
la grande majorité de leur taille qui dépend de la longueur de leur queue. Ils sont grégaires et sociaux. Ils vivent vraiment ensemble en colonie. Alors ça va pas être aussi développé que nous des mammifères, ou alors une meute de loups ou un groupe de singes. Mais ils vivent vraiment ensemble, ils peuvent tolérer plusieurs mâles sur le même territoire, ça fonctionne très bien. Ce sont des lézards extrêmement voraces. Ils accordent une grande importance à la bouffe. Ils sont obsédés par ça d'ailleurs, et ils ont vraiment cette tendance à tout le temps se ruer sur tout ce qui bouge et à exterminer l'intégralité de la population d'insectes que vous allez mettre en présence dans leur terrarium. Et ça joue. Vous allez pouvoir exploiter en fait cette capacité à adorer la bouffe pour les rendre extrêmement sociables avec vous en tant que rapport homme-lézard. Vous allez jouer sur ce plan-là pour les faire venir dans votre main, les nourrir vraiment avec vos doigts, les faire venir dans des boîtes que vous tenez dans vos mains pour qu'ils viennent dedans et tout. Et c'est comme ça en fait que vous allez les familiariser et qu'ils vont comprendre que vous et leur nourriture c'est très lié. En termes de dimorphisme sexuel, j'ai une petite astuce qu'un terrariophile qui me les a vendus d'ailleurs, il m'avait expliqué un petit peu. Le mâle, il va avoir tendance à avoir une queue beaucoup plus courte que les femelles. On vous montre quelques images là. La femelle, elle a une queue vraiment immense qui va vraiment faire 5 fois la taille de son corps. Le mâle, ça va être un peu plus court. Il a une tendance aussi à avoir un corps un peu plus costaud, un peu plus large, un peu plus mastoc que les autres. Après, faites vraiment attention. Lorsqu'une femelle pratique l'autotomie, sa queue repousse pas à la longueur maximale, ce qui fait que des fois on va avoir tendance à confondre parce que sa queue alors a l'air plus courte, on va avoir tendance à la prendre pour un mâle alors que c'est juste une femelle qui a changé de queue. Prenez vraiment du temps à bien observer la forme de leur queue, on voit vraiment la différence entre une queue qui a repoussé et une queue d'origine. En tout cas, c'est une espèce vraiment hyper cool. Les Tachydromus, on peut vraiment observer qu'ils sont tout le temps en mouvement. Ils sont extrêmement dynamiques et pleins d'énergie. Ils passent leur temps à courir, à sauter, ils savent grimper, ils savent s'enterrer. Et faites très attention, c'est les rois de l'évasion. Ils s'échappent très facilement et c'est des grands explorateurs. Ils vont vouloir vraiment découvrir l'intégralité du territoire dans lequel ils vivent. Donc quand ils s'échappent, vous allez les retrouver en train de courir partout. Allez, sans rentrer dans un délire de tutoriel, on va quand même parler un petit peu maintenance. Les Tachydromus dorsalis, l'intégralité des Tachydromus que moi je connais en tout cas, c'est une espèce complètement envisageable en fait pour un débutant. En tant que premier lézard, ça va extrêmement bien fonctionner. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment faciles d'accès et en plus ils sont très agréables à observer, à regarder. La sociabilisation est simple, le nourrissage est simple, tout est très simple en fait avec cette espèce, c'est juste du plaisir. C'est-à-dire qu'un débutant ou même quelqu'un qui n'a jamais fait de terrariophilie va pouvoir passer du temps juste devant à les observer. En fait, leurs comportements sont faciles à comprendre, pas de grande complexité là-dessus, alors que pourtant ils sont captivants. Et ça, même pour un terrariophile aguerri, ils sont vraiment captivants. Ils sont tellement tout le temps en mouvement, en train de sauter partout et tout, ils sont hyper choux. Et même en termes de reproduction, elle est vraiment facile à gérer, ils sont faciles à reproduire et à développer. Vous pouvez rapidement faire une petite population super sympa et faire comme moi, c'est-à-dire que les petits qui naissent au-delà de votre population que vous avez estimé au maximum, vous allez les vendre et créer d'autres propriétaires de super Tachydromus dorsalis. Ok, alors pour le matos, moi je les maintiens dans un 60, 45, 90. Vous pouvez aussi bien les maintenir dans un 90, 45, 60. Moi là-dedans, perso, j'en mets 6. Et c'est super, ça leur va très bien, ils ont beaucoup d'espace. Cela dit, si vous avez la place de mettre un 90, 45, 90, je préconise. Ça leur mettra encore plus de territoire à explorer, c'est des lézards très dynamiques. Et en plus, même pour vous, ce sera encore plus beau quoi. Comme d'habitude, les grands classiques, une gamelle d'eau que vous allez nettoyer et changer tous les jours. Il vous faut un néon d'UV. Moi perso, j'utilise un néon Zone 2 de Ferguson de chez Reptile System. En fait, ça va être le type d'UVB qui va s'apparenter à ce qu'on retrouve dans les forêts tropicales humides. Le point chaud, moi je mets de l'halogène chauffant, un point chaud à 30 degrés, utilisez les technologies que vous voulez. Je suis pas là pour vous faire une liste de marques et de produits, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et bien sûr, très important, et j'insiste là-dessus, mettez-leur une source de lumière blanche. C'est-à-dire une LED blanche de type Proten de chez Reptile System qui va vraiment faire une lumière globale, qui va nourrir les plantes. Et moi je mets aussi un spot 35 watts de chez Reptile System, un New Down là, qui va faire un puits de lumière blanche extrêmement fort. Et pourquoi j'insiste là-dessus, quand vous observez bien vos Tachydromus, ils adorent aller s'exposer en dessous alors qu'ils ont un point chaud à 30 degrés, donc c'est vraiment pas pour aller chercher les infrarouges et aller chauffer leur corps. Ils adorent en fait la lumière blanche, ça accroît leur acuité même en termes de chasse pour faire une lumière beaucoup plus naturelle. Reptile System ont fait des produits vraiment de qualité à mon sens, qui respectent vraiment ce que le soleil ferait en fait en termes de température lumineuse, d'ambiance lumineuse. Et alors c'est super marrant, sous ce puits de lumière du spot New Down de chez Reptile System, là vous allez voir que des fois ils vont se mettre tous les 6 en dessous, les uns sur les autres, presque à faire des gros câlins, juste pour se dorer la pilule en pleine lumière. Pour le décor, c'est très important, faites-moi un truc bien, allez commencez pas à me mettre du sopalin là, mettez-moi
un super substrat de type tropical humide. On vous fera des vidéos pour vous expliquer comment bien les faire, mais il y a pas mal de tutos sur internet, ou sinon rapprochez-vous d'une reptilerie pour vous donner les conseils dont vous avez besoin à ce sujet-là. Et surtout, mettez-moi plein de plantes. Il faut des plantes. Pourquoi il faut des plantes? Parce que eux ils adorent ça, ils se déplacent dedans à toute vitesse et tout. Des plantes avec plein de petites feuilles et plein de petites tiges. Eux, ça leur augmente énormément leur surface d'exploration, c'est vraiment très important. Et en plus de ça, ça va créer de l'ombre, de l'ombrage. Et ça, c'est fondamental parce que vous allez mettre des UV, vous allez mettre de la lumière. Les plantes, elles vont aller chercher cette lumière et pousser en hauteur et développer des feuillages. Et en fait, les takis, s'ils veulent aller en pleine lumière, ils vont aller au-dessus de ces feuilles. Et s'ils veulent être à l'ombre, ils vont aller en dessous. Donc mettez-moi des décors qui fassent de l'ombre. Dans les forêts tropicales, il y a des gros contrastes de puits de lumière et d'ombre totale tout le temps. Hein, c'est partout. Les arbres, en fait, font office de filtre. Si je peux vous donner un petit tips, les takis, ils aiment bien les bambous. Moi, perso, je leur mets des bambous. En plus, ça fait très très Japon. Vous allez dans votre jardinerie du coin, vous achetez un pot de bambou nain qui fait 90 cm de haut, vous le plantez dans votre substrat ou vous le laissez dans un pot. Et s'il meurt, vous le changez parce que les bambous à maintenir en terrarium, c'est pas toujours évident. Mais au moins, vous leur laissez de manière temporaire ou définitive, en fait, de quoi aller s'amuser dedans. N'oubliez pas de pulvériser au moins une fois par jour. Ils vivent dans des milieux tropicaux humides. Et dans tropical humide, il y a le mot humide. En fait, ils vont aller s'abreuver des gouttes qui ruissellent sur les branches, les tiges, les vitres des terrariums et tout. Vous allez voir qu'ils vont déployer leur petite langue bifide pour aller chercher les gouttes d'eau. C'est très important. Là, c'est vraiment tous les jours. Pour la reproduction, en fait, mais si vous mettez un ou deux mâles pour 4, 5, 6 femelles, vous allez voir en fait qu'ils vont pondre régulièrement. Ils vont pondre plusieurs fois dans l'année, des petits groupes de 1, 2, parfois 3 œufs, mais souvent ça fait 2. C'est des œufs qui ont la taille d'un tic-tac et qui en fait vont gonfler et grossir dans votre incubateur. Moi, je mets ça dans des hatchbox. Dedans, en fait, je mets de la tourbe. Je mets les œufs dedans complètement immergés de tourbe blonde. Hein. Je mets ça dans l'incubateur à 25 degrés au milieu de l'incubateur et ça marche très bien. Au bout de 3 mois, vous allez avoir une petite crevette qui va sortir la tête et il y a un mini taki, vraiment un lézard tout petit, tout fin, avec des mini pattes et une longue queue qui va sortir et il est déjà opérationnel, dynamique et tout. Et alors un petit lézard comme ça, vous allez lui donner des drosophiles et des tout petits grillons. Pour le nourrissage des tachydromus. Donc il faut les nourrir 2 à 3 fois par semaine. Vous verrez, il restera plus rien de ce que vous allez mettre dans le terrarium, ils vont vraiment tout dégommer. Moi personnellement, je leur donne des vers buffalo, des vers de farine, des grillons T2 à T6, des red runners, des blattes du bananier qu'on appelle les Panchlora nivea. Je leur donne des mouches que je capture, des mouches frisettes que vous pouvez acheter aussi chez vos fournisseurs. Je leur donne des bruges du haricot, des taines de ruche adultes, ça fait des petits papillons de mie en fait quand vos taines de ruche y grandissent. Et moi j'hésite pas aussi à aller avec un petit filet à papillons ou à la main, je vais aller leur capturer des insectes dans le jardin. Pensez à bien diversifier vos insectes et à bien diversifier la nourriture que vous donnez à vos insectes. C'est pas l'objet de cette vidéo, je vais pas vous faire un tuto insectes, comment vous nourrissez vos insectes et tout ça, mais mettez un maximum de diversité dans ce que vous donnez, c'est hyper important pour éviter les carences et pour donner une nourriture extrêmement riche à vos animaux. Vous savez, dans la nature, dans la jungle, les insectes ils mangent vraiment de tout. Ils sont extrêmement riches et ils contiennent des tas de vitamines différentes. Donc ça, il faut essayer de le recréer en captivité avec des insectes d'élevage. En termes d'apport supplémentaire, moi je mets bien sûr du calcium, hein, j'en mets absolument à tous les nourrissages. Je rajoute aussi du pollen en poudre. Ainsi que de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines, je rajoute de la vitamine A en poudre. Si vous voulez un petit truc un peu fun au niveau du nourrissage des Tachydromus dorsalis, si vous leur créez une carence en caroténoïdes, donc c'est une vitamine qu'on peut retrouver fortement présente dans les carottes, donc vraiment n'oubliez pas de donner des carottes à vos insectes, c'est important. Vous allez voir que vos Tachydromus dorsalis, ils vont devenir bleus, extrêmement bleutés, voire vraiment presque bleu-vert, quoi, bleu turquoise. Alors effectivement, vous pouvez trouver que c'est joli et original, moi je vous conseille vraiment d'éviter ça. On les aime les Tachydromus dorsalis parce qu'ils ont un beau vert qui est extrêmement vif, un vert magnifique, et puis c'est jamais bien d'imaginer mettre vos animaux en carence quoi. Au moment où vous allez les nourrir, si vous donnez des grillons T6, les grillons T6 ils ont l'air grands pour les Tachydromus mais ça pose aucun problème quand vous en avez notamment plusieurs dans votre population de Tachydromus. Pourquoi ? En fait ils vont les déchirer, ils vont les broyer totales, ils vont se mettre à 3 dessus, ils vont le découper dans tous les sens votre grillon, il en restera plus rien du tout. On dirait vraiment une meute de raptors, hein. Moi je les appelle mes petits raptors quand je les nourris, on dirait vraiment une meute de raptors à la digne de Jurassic Park où ils vont tous courir à toute vitesse, ils vont arriver à 4 dessus et ils vont tout déchirer. De toute façon, le nourrissage, c'est un des meilleurs moments à observer chez les Tachydromus dorsalis. Petite mention spéciale là, on a fait l'expérience de leur mettre en fait de la nourriture pour gecko à crête de type repas fruits. Et en fait voilà, c'est une espèce de petite compote de fruits, hein. C'est de la poudre qu'on dilue avec de l'eau, mais je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Et ben mes petits takis, ils vont taper dedans et en plus ils ont l'air de vraiment adorer ça. Comme quoi, il n'y a pas que les insectes dans leur alimentation, ils vont aussi chercher un petit peu de fibres et de fruits.
Allez, pour faire la synthèse de tout ça, moi si je devais vous partager mon expérience et mon ressenti sur cette espèce, c'est une espèce que je recommande extrêmement vivement à tous les débutants et à tous les non-débutants. Non mais honnêtement, on est sur des choses hyper dynamiques, il y a presque un petit effet aquarium décoratif où vous pouvez les contempler, rester devant et même montrer ça aux membres de votre famille qui sont pas terrariophiles. Ils sont super cool à observer, super cool à nourrir, en plus tout marche très bien, ça se reproduit bien, c'est pas difficile, mais pourquoi s'en passer? Regardez-moi comme ils sont mignons, magnifiques avec leur couleur verte, vraiment incroyable. Allez, les takis, c'est Loma approved, moi je vous le recommande. Sur ce, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, à bientôt et force à vous! Il est endémique des îles Yaeyama au Japon, à savoir Ishigate, Takitaka, Patikata. Putain, c'est hyper dur à dire, mais... Alors, je vais y arriver, Jason, aide-moi.